Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Facebook Live. La recyclerie nous accueille aujourd'hui. C'est un lieu alternatif à Paris qui est une ferme urbaine. Nous sommes ravis de faire ce live ici aujourd'hui pour vous parler du MBA Food, Fooding et Branding. Nous allons commencer cette présentation avec Tom Wallis qui est fondateur d'Alto Café. Alors merci Tom d'être venu avec nous aujourd'hui et bienvenue. Merci. Est-ce que vous pouvez nous faire une présentation en quelques mots ? Alors, donc moi, Tom Wallis, j'ai créé Alto Café en 2005. Et le concept Alto, c'est amener de la mobilité dans le monde du café. Donc c'est ce qu'on a essayé de créer depuis toujours. Et comment t'es venue l'idée de monter cette start-up ? Alors en fait, moi j'aimais pas mal innover et sortir des sentiers battus. Mon associé, lui, était Monsieur Café. Donc voilà, l'union des deux, ça a donné Alto Café. D'accord. Alors pour faire une rapide présentation d'Alto Café, la société a donc été montée en 2005 et depuis, ils se sont installés dans de nombreuses villes, mais aussi dans de nombreux pays avec de nombreuses franchises. C'est la distribution du café en toute mobilité, mais surtout une grande qualité de café. Pourquoi avoir choisi du coup ce système de distribution très mobile ? Pour nous, c'était d'une part une manière de se différencier de la brasserie française, de la tendance anglo-saxonne qui arrivait, donc les coffee shops australiens, américains et anglais. Et puis aussi, c'était honnêtement devant le prix des fonds de commerce parisiens que c'était une manière d'aller sur ce créneau-là de manière atypique et différente. Et du coup, est-ce que c'est parti d'un constat d'un nouveau mode de consommation des consommateurs ? Oui, mais en théorie oui, mais dans la vraie vie, c'était pas aussi adapté que ça au marché français, puisque nous on pensait beaucoup à la tendance à emporter, et finalement c'est pas ce qui se développe le plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on reste sur un café où on a besoin de se poser, travailler l'instant, le moment, la détente, plus que la commodité de l'avoir à emporter. Et du coup, avec toute cette vague de mobilité et de café est venue l'émergence du mot barista. C'est un mot qui vient du coup notamment d'Australie, où c'est très culturel d'être barista. J'ai moi-même pu faire une formation en tant que barista il y a quelques mois en Australie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce métier et le lien que vous avez avec ce métier ? Donc effectivement, ça a beaucoup changé en 10 ans. Au début, on ne pouvait pas marquer barista dans les annonces parce que personne ne savait ce que ça voulait dire. On s'est impliqué, on a créé une association de plusieurs marques de café en France pour créer le championnat de France de barista, pour faire améliorer la qualité et reconnaître ce métier qui est entre la dégustation en œnologie ou le barman derrière un bar. Donc là, c'est un passionné, un artisan de café. Et Alto, depuis toujours, cherche des baristas qui ont la passion de l'ingrédient café, de la boisson, mais aussi du service du café. Donc on fait en tout cas tout ce qu'on peut pour développer ce nouveau métier, sachant que voilà, maintenant, même dans l'idée TGV, on nous parle de barista, donc même avec des machines automatiques. Donc c'est parti, le monde du barista est bien là. Et celui du art latte aussi. Exactement. Est-ce que tu peux me dire en quoi le projet était-il innovant et créatif quand vous l'avez lancé ? Nous, c'est surtout dans les emplacements où on nous trouvait que c'était assez innovant, et c'est grâce à la mise en scène et à la mobilité. Donc principalement le fait d'être mobile, d'être techniquement autonome en eau. Ça nous a permis d'aller dans des lieux où on ne pouvait pas avoir un bon café avant. Je pense au toit des Galeries Lafayette, sur une station de ski, en haut des pistes, dans la cité de Carcassonne ou sur les tapis bagages des aéroports. On cherchait la rentabilité en étant mobile et en allant de tapis bagages en tapis bagages par exemple. Donc c'est un produit sédentaire, mais notre mise en scène mobile nous a permis d'innover. Ok, et du coup c'est ça qui vous a permis de toujours progresser et aller de l'avant et créer des franchises Voilà, c'est cette volonté sans cesse de rester différent, c'est-à-dire monoproduit, passionné sur le café, mobile comme on l'a dit, et pas jambon beurre comme tout le monde. Et puis aussi c'est d'avoir pu financer nos erreurs, parce qu'en fait évidemment on s'est trompé sur pratiquement chaque sujet. Et voilà, on a remis en question sans cesse le concept, tout en gardant la légitimité qu'on avait dans le monde du café. Et du coup, par rapport à ça, est-ce qu'une formation pourrait combler les manques que tu as eus en tant qu'entrepreneur et en tant que start-up dans l'univers du café ? Alors oui, bien sûr, sachant qu'après il y a la vraie vie, donc c'est vrai qu'une formation qui nous emmène assez vite sur le terrain peut faciliter et enlever tous
ces erreurs de démarrage, mais on apprend avec le temps que voilà, ça fait partie de l'apprentissage. Donc il faut nous accompagner et à accepter ces erreurs, à arrêter d'appeler ça, ça s'appelle entreprendre, mais ce n'est pas aussi risqué que ça, ou alors on n'a qu'à envisager le pire pour entreprendre sereinement. Donc c'est à ça qu'il faut nous aider, je pense. Et par exemple, je sais que vous avez besoin de développer le côté digital chez vous. Est-ce qu'une formation, tu penses qu'il faudrait que ce soit un point abordé dans la formation pour vous aider à ce niveau-là? Alors c'est vrai que le digital, en 10 ans, on l'a vu débarquer. Au début, on se demande, moi je me souviens, en 2005, Facebook n'était tout juste pas là. Et c'est vrai qu'une formation pourrait nous aider à comprendre que ce n'est pas juste de la mode ou que c'est une tendance profonde, comme sur la manière de recruter, où le digital peut nous aider aussi, mais même le recrutement, il y a plein de sujets clés qui sont des évolutions de la société où la formation pourrait nous aider à être plus dans le juste et gagner du temps. D'accord. Et ma dernière question, c'est quels sont tes projets pour demain? Est-ce que tu comptes rester dans l'univers du culinaire et de la boisson, etc.? Donc moi, j'ai un profil quand même assez créatif, donc j'ai besoin de changer, de retourner sur d'autres projets. Alors je reste très engagé sur Alto Café au moins pour plusieurs années encore. Donc oui, puisque je m'occupe de la partie concept et innovation pour Alto. Et comme tout le monde, on va quand même devoir innover mais rapporter un peu plus de food dans notre concept monoproduit café pour être dans plus de lieux. En s'adaptant à chaque lieu. Par exemple, en ce moment, sur une expo Louis Vuitton, il faut de la food africaine puisque l'expo est autour de l'Afrique. Comment on fait pour mélanger la qualité Vuitton, le concept Alto et une tendance Afrique sur cette exposition-là? Donc oui, ça fait partie du boulot. Et après, moi, perso, j'ai aussi envie d'aller créer des projets toujours mobiles, mais dans les montagnes pour monter un hôtel qui bouge, un hôtel mobile. Ok, et ben c'est super, que de beaux projets. Merci d'être venu avec nous aujourd'hui et j'espère à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Alors, restez avec nous, on va continuer à vous faire la présentation du MBA Fooding et Branding avec donc la directrice de l'ISG, MSc et MBA, Nadine Sisbelet, qui est en train de mettre le micro et qui arrive dans une toute petite seconde. En attendant, j'espère que cette interview avec Tom Wallis d'Alto Café vous a plu et a répondu à quelques questions en tant qu'entrepreneur. Bonjour, bienvenue Nadine. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous lancez d'ici le mois d'octobre le MBA Fooding et Branding, donc à l'ISG. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce nouveau programme? Bien sûr, avec plaisir. Alors, je dirais qu'en premier lieu, tout est une question qui tourne autour de l'identité. C'est dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es, quelle expérience tu veux vivre et comment la communiquer à travers une expérience. Première chose. Aujourd'hui, on a tous besoin de manger, mais en fait, on exprime un acte politique, un engagement, une envie, un acte de vie et de développer un certain nombre de valeurs à travers l'ensemble de la chaîne de l'industrie agroalimentaire et de sa façon de nourrir en tant que consommateur. On est vraiment dans les nouveaux usages et nouveaux comportements du consommateur aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une ouverture vers l'extérieur grâce à ce MBA? Lorsqu'on parle de nouveaux usages, de modes de consommation, on est dans un ensemble global et complet qui touche à l'ensemble de la chaîne. On est vraiment dans l'ouverture sur une communauté qui est dans évidemment ce qu'on mange, dans la marque, mais également dans l'ensemble de partage d'habitudes. Donc, comment on consomme, comment les habitudes alimentaires, l'historique, on revient au back to the roots, aux racines, la chaîne alimentaire, ce qu'on mangeait il y a longtemps, ce qu'on mange aujourd'hui, et comment aujourd'hui on a fini par faire réhabiliter des produits qui finalement étaient complètement sortis de nos habitudes et de notre connaissance, et aussi comment en fait on partage ces valeurs, ces habitudes de consommation dans le monde entier en rejoignant, en fabriquant, en mettant en place des communautés qu'on partage. Finalement, les food halls, aujourd'hui, on les connaît, ils se répandent, ils existent aux États-Unis, en Angleterre, mais en France, mais finalement, les premiers à nous avoir partagé ce sens du food hall, c'est au Japon qu'on le doit. Et on le partage de plus en plus aujourd'hui et on le vit. Donc on est au Japon tout en étant à Paris, tout en étant à Bruxelles, tout en étant à Londres.
C'est formidable. Et de la même façon, le digital impacte non seulement ce qu'on mange dans notre assiette, qui n'est pas effectivement virtuel, mais la façon dont on achemine la chaîne de distribution. Aujourd'hui, a-t-on pensé que finalement la désintermédiation est prégnante et en fait, la chaîne, avec les drones, elle existe, elle va se développer. Et donc le monde est à notre portée. Je rebondis sur le côté virtuel. Est-ce que les enjeux digitaux sont au cœur de votre formation? Parce qu'aujourd'hui, avec Instagram, Pinterest, on voit le fooding s'implanter dans nos réseaux sociaux et nos assiettes sont au cœur de notre vie au quotidien et de notre image sur les réseaux. On est connecté, même dans notre assiette. Et bien évidemment, on reste connecté avec cette formation, puisqu'en fait, la connexion et le digital impactent pas seulement, je dirais, la réputation de la marque, les enjeux, si on veut créer aujourd'hui, parce que c'est un secteur en plein devenir, qui offre des opportunités fantastiques, oui, et demande à ce que les enjeux et les connexions soient partout. Je disais tout à l'heure, je faisais référence à la chaîne de distribution, au prix, évidemment aux normes, parce qu'il faut respecter les normes qu'elles soient internationales, de Paris à Tokyo, en passant par Singapour, etc. On a affaire à une chaîne et des droits et une réglementation complètement différentes. Et le savoir et le digital, le marketing digital, le droit de la propriété industrielle et du digital existe. La désintermédiation, j'en ai parlé. La façon de parler de la marque, de créer un business, de partager, de créer du buzz. Évidemment, on est dans la connexion entre le traditionnel et le digital. Donc soyons tradigital de A à Z, toujours. Et puis, en fait, le digital, donc là, je parle, la créativité repose non seulement sur toujours ce que nous avons sur notre assiette, c'est la créativité d'un concept, du produit. On est encore dans le digital et dans la communauté et dans la connexion. Et du coup, pour le MBA, concernant l'étudiant, comment ça va se passer pour lui au quotidien durant ces 12 mois d'apprentissage? Ces 12 mois pour l'apprenant, c'est une expérience. Comme c'est une industrie d'expérience, on est dans le maximum, dans l'optimisation de l'expérientiel. Comment, en fait, sur le terrain, on rencontre des professionnels qui puissent balayer l'ensemble des secteurs de l'innovation et de la créativité de A à Z, à la fois dans la chaîne alimentaire, la culture du produit, mais également la chaîne de distribution, le pricing. Comment, en mode guérilla, mettre sur place un mode projet pour tous les apprenants qui puissent se retrouver et réfléchir à comment mettre en place un business model qui soit économiquement viable et pour qu'ils puissent ensemble progresser. Donc, l'apprenant sera toujours placé dans l'expérience du début à la fin, en mode projet. Ils seront ensemble pour partager l'ensemble de l'apprentissage. Donc en fait, on casse les codes à travers cette formation, parce qu'on mixe du début jusqu'à la fin, on casse les codes académiques. On mixe l'académique en mettant en interaction l'apprenant avec des professionnels de l'ensemble de la chaîne alimentaire, que ce soit encore une fois du modèle économique, savoir créer, étudier et mettre en place un business model, donc étudier l'ensemble, et aussi comment mettre en place une activité, comment au niveau de la réglementation, au niveau des relations humaines, des ressources humaines, ce savoir académique est toujours confronté avec la vie et l'expérience sur le terrain, puisque ce sont des professionnels qui viendront livrer leur propre expérience, leur propre savoir, et puis aussi leurs propres échecs quelquefois, parce que c'est comme ça qu'on progresse. D'accord. Et les apprenants vont avoir dans l'année des cas d'études. Est-ce que pour eux, ce serait possible de vous présenter une envie d'entreprendre et de l'utiliser comme cas d'études potentiel? En effet, je disais tout à l'heure, je faisais référence à ce mode de projet guérilla. Oui, parce que de toute façon, cette formation est clôturée, si je puis dire, ou l'apogée, l'apothéose de cette formation, c'est une semaine qu'on appelle la cinécénie. Donc ils viendront un peu comme une scène de théâtre, ensemble réfléchir sur un projet qu'ils vont ensemble mûrir, nous proposer, discuter avec les professionnels qu'ils auront rencontrés, avec lesquels ils auront échangé durant l'ensemble de leur apprentissage, et ils pourront ensuite défendre leur projet
leur envie et cette envie sera partagée, optimisée et viable, bien évidemment. C'est super. Est-ce que vous voulez ajouter une dernière chose avant que nous terminions ce live aujourd'hui? Je voudrais simplement dire et insister sur cet aspect expérience, de vivre une expérience étudiante et en une fois sur une industrie en devenir, en constante évolution qui offrira des opportunités formidables avec la possibilité cette fois de pouvoir justement concilier à la fois les bases, les socles fondamentaux de l'académique avec comment créer et encourager l'innovation avec l'aspiration. Merci beaucoup Nadine. L'innovation au cœur de tous ces projets ainsi que la créativité. J'espère que ce live vous a plu autant qu'à nous et que vous n'êtes pas mort de faim devant votre assiette et que vous allez courir déjeuner. Nous, c'est ce qu'on va faire et en tout cas, ce MBA Food, Fooding et Branding nous a ouvert l'appétit. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci.